Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va complètement déconstruire une idée, disons-le franchement, assez dépassée du monde scolaire. Pendant des décennies, on a cru que la réussite académique, c'était juste une affaire d'intelligence brute et de mémorisation par cœur. Eh bien, les neurosciences nous prouvent le contraire. L'apprentissage et surtout la performance pendant un examen, c'est une mécanique fascinante et surtout systémique. Il est grand temps d'observer notre cerveau sous un tout autre angle. Alors pour commencer, penchons-nous sur un phénomène super courant qu'on appelle le paradoxe de l'expert. C'est cette situation, qu'on a sûrement tous déjà vue, où un élève pourtant excellemment préparé perd d'un coup tous ses moyens devant sa copie. Mais pourquoi une compétence qu'on maîtrise parfaitement à la maison s'évapore une fois dans la salle d'examen? La réponse n'a rien à voir avec un manque de travail. En fait, l'anxiété agit comme un véritable virus informatique qui vient littéralement fragmenter les compétences que le cerveau avait pourtant réussi à automatiser. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va d'abord explorer l'écosystème de l'apprentissage, on verra ensuite le rôle de l'émotion, puis comment gérer la charge cognitive, et on terminera par des outils super pratiques. Allez, on attaque tout de suite avec notre premier pilier, l'écosystème de l'apprentissage. La toute première règle à retenir, c'est que le cerveau humain ne fonctionne absolument pas en vase clos. En observant cette cartographie, c'est flagrant, on voit bien comment toutes ces dimensions s'entrecroisent. C'est impossible d'isoler la réflexion pure de notre état biologique, psychologique ou même de notre environnement social. Tout est hyper connecté. C'est un véritable écosystème où chaque rouage influence directement les autres. Le cœur de tout ça, c'est ce fameux modèle BPSE pour bio, psycho, social et écologique. Ce que ça nous dit de façon irréfutable, c'est qu'aborder le monde scolaire demande une vision globale. Gérer la santé mentale ou les émotions d'un élève, ce n'est pas un petit bonus sympa en plus du veste, non. C'est un prérequis biologique absolu pour que l'apprentissage puisse s'activer. Sans ce socle, la fonction cognitive est tout simplement bloquée. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le rôle de l'émotion. Est-ce un moteur ou un frein? On en revient à notre fameux paradoxe de l'expert du début. En temps normal, nos compétences s'enchaînent de manière fluide, automatique, comme une onde régulière. Mais ajoutez une grosse dose de stress et le cerveau panique. Il déclenche ce qu'on appelle un surcontrôle. L'élève va alors utiliser sa mémoire de travail pour revérifier consciemment un geste qui était déjà acquis. L'action se fragmente, le cerveau fige, littéralement comme un cerf ébloui par des phares, et c'est là que l'erreur arrive. Et chimiquement, le contraste est fascinant. D'un côté, en rouge, on a l'état de menace. L'anxiété fait grimper le cortisol et ça agit comme un énorme cadenas qui inhibe la mémoire. Et de l'autre, en vert, l'état de défi. On se sent en sécurité psychologique, ce qui sécrète de la dopamine. Là, c'est la clé qui démarre le moteur de l'attention. La régulation émotionnelle, ce n'est donc pas une idée abstraite, c'est de la pure chimie qui détermine directement la réussite. On passe au troisième point, gérer la charge cognitive pour éviter la surchauffe. Maintenant qu'on a bien compris le moteur émotionnel, il faut parler de ce qui ralentit mécaniquement la machine, le redoutable piège de la double tâche. Notre mémoire de travail, c'est comme la mémoire vive d'un ordinateur. Sa capacité est très limitée. Si une tâche de base n'est pas automatisée, elle draine toutes nos ressources. Ça crée un effet entonnoir qui mène tout droit à la surcharge cognitive. Prenons un exemple concret, c'est super parlant. Pour un élève neurotypique, écrire, c'est automatique. Ça lui coûte, 10% de son attention. Il lui reste 90% pour réfléchir et raisonner. Mais pour un élève avec un trouble dysgraphique, il va mobiliser 90% de son énergie mentale juste pour réussir à tracer ses lettres sur le papier. La conséquence est brutale. Il ne reste quasiment plus rien pour comprendre le sujet en profondeur. L'effort physique a tout aspiré. Quatrième et dernière partie, les outils pratiques et inclusifs pour contrer tout ça. Face à ces constats neurobiologiques, on a besoin de solutions concrètes pour soulager cette friction. Et tout commence par le corps. Juste avant une épreuve, il y a des interventions physiologiques toutes simples pour bloquer la montée d'anxiété. Par exemple, la respiration rythmée en 4-4-6, associée à une posture d'ouverture corporelle, le fameux power posing, pendant juste 1 minute, ça a un impact direct. Ça envoie un signal de sécurité au cerveau, le cortisol chute immédiatement et ça évite de perdre ses moyens. Ensuite, pour alléger cette fameuse charge cognitive, la technologie est une alliée incroyable. Ces outils agissent littéralement comme une paire de lunettes pour le cerveau. La reconnaissance vocale, par exemple, permet d'esquiver complètement le blocage physique de l'écriture, en dictant les réponses. La synthèse vocale, avec des outils comme Claroread, lit les consignes à voix haute pour préserver l'attention. Et le mind mapping permet d'organiser ses idées de manière spatiale. L'objectif commun, c'est de libérer l'énergie mentale pour la remettre là où elle compte vraiment, sur le raisonnement.
La bonne nouvelle, c'est que cette approche systémique est désormais formellement intégrée par les institutions scolaires. Des plans d'accompagnement comme le PPS, le PAI ou le PAP existent. Obtenir ces statuts, c'est s'assurer de bénéficier d'aménagements officiels lors d'examens nationaux, comme le brevet ou le bac. Le but, c'est d'avoir un environnement de test équitable, adapté à l'architecture neuronale de chacun. On veut que l'examen soit un véritable test de connaissance et pas un test d'endurance face au handicap. Pour clore cette analyse, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette réflexion. La bonne pédagogie est de la neuropsychologie appliquée. L'éducation moderne, ce n'est pas essayer de formater un élève, c'est comprendre finement son écosystème biologique et cognitif pour adapter son environnement. C'est ça, la vraie clé du succès. Et au final, ça soulève une question vertigineuse. Nos systèmes d'évaluation actuels mesurent-ils réellement l'intelligence ou testent-ils simplement la capacité d'un système nerveux à résister à la pression ?